Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Karel Verheyken, vice-président du parti politique Solidarité et Progrès et directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité. Avec lui, en sa qualité d'observateur averti des questions européennes, nous allons analyser les dessous et les enjeux géostratégiques de la politique guerrière à l'égard de la Russie, de l'UE, qui vient d'approuver le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine après la levée du veto hongrois suite à un blocage de 5 mois remontant donc au mois de décembre 2025. Aussi, une chose devient très claire, cette guerre contre la Russie est certainement menée, et sans aucun doute, par la Cité de Londres. Ainsi, pourquoi cet acharnement contre la Fédération de la Russie de la part de la Cité de Londres, le véritable instigateur et déclencheur des deux conflits mondiaux du XXe siècle, comme ça a été documenté profondément par des dizaines et des dizaines d'historiens. Karel Verheyken, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. C'est mon plaisir. Maintenant, nous savons que HSBC, Goldman Sachs International, JP Morgan et Barclays, donc toutes présentes à Londres, ont agi en tant que chef de file conjoint des missions d'obligation syndiquées de l'Union européenne dans le cadre du programme Next Generation UE. Alors, sans précédent. Et or, comme nous le constatons, ce programme finance également la guerre en Ukraine. Le cas de ce dispositif de 90 milliards d'euros repose entièrement sur ce modèle et ce précédent. Donc ces banques sont incitées à prolonger le conflit en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, et la stabilité donc persistante garantit une demande soutenue d'obligations, de produits dérivés et de services de conseil. Alors, ma question, les institutions politiques de l'Union européenne ne sont-elles que des facilitateurs conférant une légitimité à l'opération, tandis que les acteurs de la Cité de Londres engagent des profits et manipulent justement les marchés européens? Et puis la deuxième question, s'agit-il donc également d'une manœuvre géopolitique où le Royaume-Uni agit avec malveillance envers les États membres de l'Union européenne et leurs citoyens, en collusion apparente avec la Commission européenne et l'eurocratie dans son ensemble? En fait, la réalité de la chose, c'est que depuis 2007-2008, en fait, c'est tout le système financier international qui est plongé dans une faillite systémique. Oui, D'accord? oui. Et en fait, donc, comme vous le savez au début, au moment des subprimes, donc ce sont les États qui ont renfloué. Après, donc, les États se sont endettés pour renflouer les banques privées. Et à un moment donné, donc, ce n'est plus possible. Donc, il faut trouver d'autres. C'est une boîte à outils qui est de plus en plus vide. Et donc, presque, je dirais, presque heureusement est arrivée la Covid, parce que grâce à la Covid, donc, on a fait passer dans l'Union européenne, on a fait avancer l'idée d'un endettement commun, non plus par État, mais en fait, on est passé donc dans une phase de plus en plus fédérale d'une Europe opposée aux États-nations, donc une Europe supranationale, dirigée Mhm. d'en haut par une commission qui s'est imposée quasiment comme un gouvernement. Et donc, ce que Et vous voyez maintenant, c'est-à-dire que ce prêt à l'échelle européenne ne passe pas par l'approbation des parlements nationaux. C'est comme ça, c'est des c'est pire. bureaucrates. Non, non, Allez-y, c'est allez-y. pire. Non, non, le Conseil, disons, le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, ont bien validé la chose. Je pense qu'il y a encore des phases de validation et d'appui par les parlements nationaux qui doivent se faire par la suite. Mais c'est pas à l'inverse, c'est-à-dire le Parlement et la Commission proposent, ensuite le Conseil européen adopte, et ensuite on demande au peuple par leurs élus qui ne peuvent qu'appuyer parce que sinon ils Ouais. sont contre, ils sont accusés d'être des anti-européens, comme on l'a vu dans le cas de M. Orban ou d'autres, Mhm. qui habilement ont pu négocier des dérogations et des petites faveurs en disant tout ça, nous d'abord on veut notre pipeline parce qu'on veut continuer à racheter du pétrole russe, et entre-temps on veut même pas l'emprunt. Vous pouvez le faire, mais faites-le sans nous. C'est-à-dire, et c'est là où ça devient
effectivement, on pourrait dire une usine à gaz ou une usine à pétrole et surtout une usine de fausse monnaie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la Banque centrale européenne ou la Banque européenne des investissements qui avance l'argent. Là, c'est la Commission Oui, européenne qui tout d'un coup s'invente, tout d'un coup pas parce qu'elle a déjà commencé avant, mais là, elle devient une énorme banque, en fait. La Commission européenne devient une banque. Voilà, oui, c'est ça la nouvelle du jour. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas d'argent, donc elle se donne le statut d'émetteur d'obligations, soi-disant des euro-obligations, bien que le marché des euro-obligations ne reconnaît pas tout à fait ces nouvelles obligations comme des vraies euro-obligations, hein, parce que tout est compliqué, n'est-ce pas? oui, Et donc, on va lever des fonds sur le marché. Et comme par hasard, les mêmes banques, et là il y a conflit d'intérêts évidemment manifeste, c'est-à-dire les grandes banques européennes et les grandes antennes des banques internationales comme HSBC, Barclays ou JP Morgan et Morgan Stanley, qui sont pas tout à fait européens, disons, oui, bah, ces banques, elles ont des filiales à Francfort, à Paris, qui sont de droit européen, et puisqu'ils financent déjà la dette des États européens, ils sont dans les primary dealers, c'est-à-dire qu'ils peuvent, vous savez, le marché des obligations, c'est un marché réservé, hein. Donc là, aujourd'hui, c'est 37 banques qui vont acheter des euro-obligations, donc qui vont prêter l'argent à la Commission, et la Commission va prêter l'argent, elle va prêter l'argent à l'Ukraine. En échange, la Commission européenne va payer les intérêts parce que et oui. on connaît même pas le montant des intérêts parce que on n'a pas encore levé les fonds, donc on ne sait même pas à quel prix les banques vont prêter cet argent à la Et Commission. vous me direz que connaissant ces fonds-là, connaissant leur philanthropie humanitaire et démocratique, on peut imaginer qu'ils ne vont pas faire chanter la Commission européenne après lui avoir prêté de l'argent. Non, la question c'est, donc ce sera plusieurs milliards que les disons que les contribuables européens, parce qu'évidemment ce qui garantit le prêt, ce sont les revenus propres de l'Union européenne, Oui. qui sont donc les contributions des États membres. Il y a un tout petit peu de TVA, il y a je sais pas, maintenant il y a une taxe sur le plastique qui est 5% des revenus de l'Union européenne. Tout ça, c'est supposé donc garantir la solidité de la signature de la Commission européenne. Et donc, on va prêter cet argent et on postule, on hypothèque que suite à la guerre, il y aura la paix, nous dit-on, et à ce moment-là, on va imposer à la Russie de payer des réparations de guerre. Et avec les réparations de guerre, Ouais, l'Ukraine va pas payer les intérêts, mais le principal, hein, d'accord? ouais. Donc, 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 donc c'est un schéma de Ponzi parce que c'est prévu par rapport à quelque chose oui, qui n'a absolument aucune chance de se produire dans la réalité. là, c'est un vrai Ponzi, mais avec de la fausse monnaie. Voilà. Donc, mais si on pense les conséquences, euh, c'est que si demain, euh, disons donc l'Union européenne devient une banque qui s'endette, hein, avec de la fausse monnaie, mais si demain un pays quitte l'Union européenne, hein, euh, c'est ne plus l'Ukraine qui est en faillite, c'est l'Union européenne, c'est la Commission européenne. Mhm, On, donc il faut bien voir, disons, ça, disons, les historiens diront, ça rappelle la lettre de protestation des économistes allemands et des Hjalmarschart contre Hitler en 1938, en mhm, disant la fausse monnaie, ça va 2 minutes, mais on ne peut. Si, et Hitler a répondu le secret de la lutte contre l'inflation, c'est dans les camps de concentration. C'est-à-dire, s'il y a de l'inflation, bah, il faut empêcher les gens de demander des hausses de salaire. ouais, Et s'ils demandaient aux salaires, ben, on les met dans les camps de concentration. C'était ça la politique économique d'Hitler pour mhm, réduire l'inflation en 1938. Donc, mhm. je force un peu le. Vous allez dire que j'exagère, mais
la dynamique dans laquelle, en fait, donc on a un Tchernobyl finance, on a une crise systémique depuis 2008, qu'on ne veut pas, on a prétendu que c'est une crise de liquidité au lieu de voir que c'est une crise structurelle de, de, de Ouais, surendettement, de création de fausses monnaies et d'investissement dans des secteurs non rentables. Tout cela, on ne veut pas savoir. Donc, on voit l'iceberg de la fausse monnaie, de la dette, et on dit, nous sommes un bateau incoulable, accélérons un peu, et il faut que l'orchestre joue plus fort pour qu'on n'entende pas le bruit de l'eau voilà. qui entre dans le navire. Donc, donc tant qu'on n'acte pas et en fait, si j'ai regardé un peu là ce qui s'est passé avec l'Ukraine, hein, mais en, Mhm. en fait, depuis 2000, depuis 2022, l'Ukraine est techniquement en faillite, c'est-à-dire Mhm. l'Ukraine ne paye pas sa dette, hein, Ouais. d'accord? Donc là, juste avant l'accord sur le nouveau emprunt, en fait, le groupe des pays, des créanciers, le groupe des créanciers à l'Ukraine a renouvelé donc la suspension du remboursement des intérêts. Donc l'Ukraine ne paye pas ses intérêts sur sa dette. Normalement, ça s'appelle un défaut. Alors, juste pour finir, moi, ce qui me choque, disons, ce que je trouve absolument énorme, c'est que donc, évidemment, l'Union européenne joue donc sa propre survie parce qu'elle est elle-même en faillite. Et donc, tout le soi-disant génie financier, c'est de faire croire qu'on va transformer une faillite en occasion de relance. Alors, l'Union européenne, évidemment, les pays européens sont confrontés à l'abandon des Américains et de l'Ukraine. Donc, il Mhm. y a une réduction de l'aide à l'Ukraine et il y a une réduction ou un non-fonctionnement technique de l'OTAN, parce que déjà le Premier ministre belge que j'avais vu parler de ça l'année dernière disait, Monsieur Barthelemy dit, j'ai rencontré Donald Trump, il m'a convaincu d'une chose, c'est que le jour où il y a un problème, les États-Unis n'interviendront pas pour défendre l'Europe. Ouais. Donc nous sommes obligés d'avoir nous-mêmes une défense. Donc là, l'astuce de ce qui était concocté là pendant la nuit à Bruxelles quand ils ont regardé tous les détails techniques de cet emprunt, c'est qu'on prête à l'Ukraine pour acheter chez nous. Donc, on donne de l'argent à l'Ukraine et Oui. c'est bien spécifié, c'est que ça doit être des armes soit produites en Ukraine, donc sur les 90 milliards, il y aura 45 milliards tout de suite et 45 milliards l'année prochaine. Mhm. Sur les 45, il y aura 17 pour simplement colmater le budget courant, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles. Et ça, bon, moi, je suis pas contre, hein, je Ouais, pense que ouais. les Ukrainiens vivent des conditions terribles et doivent absolument être aidés pour survivre. Mais on leur donne 28 milliards pour leurs besoins militaires. Donc sur disons, on a des taux qui sont le double d'Adolf Hitler en 38, hein. Mhm. Adolf Hitler mettait 30% de son budget dans l'armée. Là, l'Ukraine va mettre 60%. Donc, Ouais. donc, on est dans un système de destruction. Et Alors, Karel Verreken, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important quand donc vous révélez que en fait cette dette-là ou ces intérêts seront payés par la Russie. C'est la Russie une fois qu'elle est défaite par la Russie qui va payer tout ça. Et donc, donc si l'on se met un peu dans la tête des gens qui ont décidé ce prêt, et donc ça sera la guerre totale contre la Russie. Parce que du point partant du point de vue qu'il faut qu'elle soit défaite pour qu'elle paye. Donc ils vont mettre tout le paquet pour... donc c'est la guerre. bien sûr, mais c'est pas les vainqueurs qui payent, c'est les perdants. Donc, donc, il faut que la Russie perde. C'est déjà décidé d'avance. Cela s'ajoute une espèce d'expansion presque non dit de l'Union européenne qui est en train d'annexer en fait économiquement l'Ukraine par cet emprunt. Mhm, Et vous avez vu, vos spectateurs ont sans doute vu la déclaration de Monsieur Merz lundi, où il dit oui, il était dans une école dans un petit village. Il dit oui, alors
Bah, nous, on veut bien faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, mais le problème, c'est que selon les statuts de l'Union européenne, c'est qu'un pays en guerre ne peut pas devenir membre de l'Union européenne. Donc, euh, donc, il va falloir peut-être que l'Ukraine commence à réfléchir d'abandonner quelques territoires et qu'en échange de ça, bah, il peut y avoir un accord de paix. Et à ce moment-là, l'avenir des Ukrainiens pourra se faire dans l'Union européenne. Ça, c'est le D'accord. chancelier Merz qui a Ouais, changé de tout au rien, hein. Parce qu'il y a une prise de conscience qu'on est au bout du rouleau et que, donc, par la négative, disons, on pourrait dire, par le fait que l'administration Trump, bon, dont on pourrait dire beaucoup de choses, est ouais, en train d'abandonner le dossier ukrainien. Du coup, les Européens sont obligés de s'en occuper. Alors, ils s'en occupent avec tous les horreurs que nous venons de voir, mais euh, malgré tout cela, évidemment, on aurait pu conditionner les 90 milliards pour l'Ukraine ouais. à un plan de paix, à l'acceptation d'un plan de paix, et de le faire de concert avec la Russie. Mhm. Donc, alors que là, on dit non, 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 c'est nous qui dirigeons. On va pas laisser le temps à Monsieur Dimitriev, à Monsieur Vitkov de faire une paix sur le dos des Européens. Donc nous, on va se précipiter dans ça et essayer de prendre le contrôle des choses. Donc, on est, on n'est plus dans le monde du droit international. Donc c'est chacun pour D'accord, soi d'accord, dans une logique d'empire, mais d'accord. plutôt de Alors, vampire que d'empire. alors, et ce que nous observons aujourd'hui est le fruit donc d'un cumul, on peut dire, minutieux, parce que l'Union européenne doit paraître unie, l'Ukraine doit paraître financée, et la Cité de Londres veille justement à ce que la machine de guerre et d'endettement continue à fonctionner. Et dans l'intervalle, cette stratégie parie sur l'épuisement de l'Union européenne par une confrontation futile avec la Russie, tout en tenant en tentant de tenir bon jusqu'à l'entrée en fonction début 2029 d'une nouvelle administration, peut-être démocrate ou néoconservatrice. Et on a aussi, ce que vous voulez dire un peu, le financement américain donc, qui reviendra alors, ou une nouvelle offensive majeure contre la Russie pourrait être lancée. Alors, dans ce contexte, les Britanniques ne soutiennent pas seulement cette guerre pour vendre des obligations de l'Union européenne, loin, loin de là, mais aussi pour tirer profit de la mainmise sur l'ensemble des richesses industrielles, agricoles et minières, en tout cas en particulier minières de l'Ukraine, qui possède entre 12 et 22 000 milliards d'euros de minéraux. Alors, la question, si l'Union européenne a-t-elle besoin de toutes ces ressources actuellement présentes dans les parties de l'ancienne Ukraine qui ont rejoint la Russie, peut-elle se permettre un conflit ou un règlement politique verrait un gouvernement pro-russe accéder au pouvoir à Kiev, faisant de facto de Moscou l'intermédiaire pour l'accès à l'Europe, de l'Europe à l'ensemble des ressources ukrainiennes. Dans la philosophie de la City de Londres, qui sont les héritiers de la Compagnie des Indes orientales, l'homme, par sa propre nature et son inclinaison naturelle, est mauvais. Donc, Ouais, c'est déjà l'idée de Hobbes et Locke qui disaient qu'il fallait un Léviathan, il fallait un grand, un Big Brother qui amène l'homme à faire quand même, pour que la société puisse survivre, il fallait un minimum d'encadrement. Donc, la guerre, en fait, est l'état naturel de l'humanité, une fois qu'on en est là. d'accord, Donc, pour eux, la paix, c'est ce qu'ils appellent un interbellum. C'est-à-dire, la paix, c'est une parenthèse, c'est entre deux guerres. Voilà, il y a des moments où on respire 3 minutes pour reprendre le conflit après. Mais l'état permanent, continu de l'humanité, pour eux, c'est la guerre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième d'accord. chose, c'est que euh, comme le disait déjà Palmerston et que Churchill reprendra après la guerre, l'Angleterre n'a pas ni ennemi ni allié permanent. La seule chose permanente, ce sont ses intérêts. D'accord. D'accord. Donc, par exemple, actuellement, il y a deux factions en Angleterre. Il y a une faction des Tories qui veut
quand même faire plaisir aux Américains, avoir la relation spéciale, parce que pour disposer de l'arme atomique, ils ont besoin des... C'est un système à double clé, c'est pas comme en Mhm. France. Donc, ils ont besoin d'un accord du Pentagone pour pouvoir avoir une défense crédible. Et de l'autre côté, il y a une faction qui, même autour de Blair, de Jonathan Powell et d'autres, ce sont les gens qui sont depuis 50 ans ont conseillé les Américains de s'autodétruire dans à peu près toutes les guerres impériales Mhm. que nous avons vues depuis Clinton au Kosovo, les Bush en Irak, les Obama et les Biden en Syrie, en Ouais. Libye, en Ukraine, etc. Ça a toujours été une petite bande de conseillers euh, discrets, pas très publics, autour de Jonathan Powell, Alistair Blair, Jonathan, et d'autres, qui ont conseillé Madeleine Albright, qui ont conseillé les chefs d'État et qui continuent aujourd'hui à conseiller Witkoff et Jared Kushner, sont quasiment en contact quotidien avec Blair et Jonathan Powell, hein, parce que ce sont des nuls, ils connaissent rien de rien, D'accord. alors qu'en face, ils ont des Iraniens qui sont des docteurs en sciences nucléaires euh, et qui connaissent, qui ont 40 ans de diplomatie et de négociation. Mais les Anglais ont plusieurs fers au feu. Donc d'un côté, ils vont afficher qu'ils veulent... Le roi Charles va dire qu'il veut absolument garder la relation spéciale, mais de l'autre côté, Jonathan Powell a été dans une visite secrète pendant plus de 10 jours en Chine. Il faut voir que le jour où Donald Trump a dit qu'il voulait quasiment annexer le Canada, en fait, il y a quand même quelques clignotants rouges qui ont commencé à s'agiter dans le Commonwealth. Ouais. Et ensuite, il y a la Groenland, etc., etc. Donc, il y a toute une faction autour de Starmer a été en Chine. C'est une première visite d'État très, très importante, reçue à très haut niveau. Et il faut savoir que la plus grande place financière pour la Chine, pour le yuan et la renminbi, bah, c'est Londres, c'est la City de Londres. Parce que, et voilà, Jonathan Powell, c'est l'homme qui avait organisé la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Qu'est-ce qu'il y a à Hong Kong? Ben, il y a la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, la HSBC, donc, qui a été créée à la fin de la guerre de l'opium, qui a été considérée par certaines élites chinoises comme toujours une porte d'entrée en Occident, et évidemment conçue par la City et les Occidentaux comme une porte d'entrée en Chine. Donc c'est une corruption mutuellement bénéfique. Et là-dessus, Jonathan Powell et les Anglais. Donc les Anglais ont toujours plusieurs fers au feu. Ils sont pour Trump, ils sont contre Trump, ils sont pour l'Europe, ils sont contre l'Europe, Ouais. selon les intérêts du jour et les combinaisons, et ils sont prêts à sacrifier. Ils jetteront sous le bus tous ceux qui, puisqu'ils n'ont pas d'alliés ni d'ennemis permanents, ils seront copains avec votre ennemi demain matin et vous jetteront sous le bus. Donc, faites attention. Voilà. Donc, donc là, ce qui frappe, c'est le conflit total d'intérêts, c'est-à-dire que Bruxelles prête à l'Ukraine pour acheter des armes. Mais qui sont les banques actionnaires du plus grand des armements en Europe et en Ukraine? Ben, ce sont les mêmes. Les mêmes, Donc ouais. les banques prêtent de l'argent à l'Ukraine pour les enrichir eux-mêmes. Donc c'est bien ça qu'il faut, parce que actuellement, la survie justement de ce système de parasites financiers, un espèce de schéma de Ponzi, donc avec de la fausse monnaie, c'est il faut remettre une pièce dans le jukebox pour que la musique continue. Donc, et c'est là où il y a un conflit. Parce qu'en plus, si vous voulez, normalement, c'est dit dans le prêt que l'argent doit être dépensé ou en Ukraine pour le secteur de l'armement en Ukraine, ou pour des armes en Europe. Donc Ouais. d'abord, j'aimerais bien savoir qui a monté des instruments. Je sais que Palantir, par exemple, a construit une énorme usine de production de drones en Ukraine. Donc, elle aura probablement du financement de cet emprunt européen. Et après, on dit il y a des dérogations possibles, c'est-à-dire si on a besoin de certaines armes qui ne sont pas produites en Ukraine ni dans d'autres pays européens, on peut les acheter au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc c'est au cas par cas, Ouais. mais disons.
ayons confiance que la corruption ira à bon train. D'accord, d'accord. Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Karel Verheyken, je vous remercie vivement. C'était vraiment très enrichissant. Et votre intervention a levé le voile sur beaucoup de choses. Et je vous remercie encore une fois pour toutes vos analyses et tous ces éclairages. Et à très bientôt.